tout d'abord, merci à l'invitation du Centre D'Alembert pour cette... voilà, ça me sort du mon quotidien de venir vous rencontrer, de pouvoir parler de mes thématiques de recherche qui sont un petit peu particulières, puisque enfin, c'est une de mes thématiques de recherche, mais effectivement j'observe l'université, voilà, la recherche qui parle de soi-même, pas seulement sur l'aspect de communication, mais ça en fait partie évidemment, puisque je vais vous parler de responsabilité sociale des universités, et donc dans ses discours, mais aussi dans sa mise en œuvre et dans ses éventuels paradoxes qu'on évoquera ou qu'on verra un petit peu peut-être au fur et à mesure. J'aime bien annoncer ce que je vais raconter, donc pour savoir où je vous mène, voilà le programme. J'avais, comme Céline Pascual-Espuni, voilà, un temps un petit peu long sur le contexte. Donc c'est très bien parce qu'elle a dit plus de choses que ce que j'imaginais et plus que ce que je voulais dire aussi parfois. Donc j'ai pas besoin de le reprendre, on va gagner du temps. Alors ceux qui regardent que la deuxième vidéo, il faut voir la première. Voilà, pour le contexte, il est important aussi pour ce que je vais raconter. Par contre, je l'ai daté ce contexte et j'y reviendrai parce que j'ai mis une année de plus. Je me suis pas arrêté au rapport Jouzel de 2022. Ensuite, voilà, j'évoque ce concept de RSU. Il n'est pas clair, on est sur quelque chose d'ADC flou, fluctuant. La terminologie a évolué depuis plusieurs années, je peux partir de 2009. Donc, voilà, je ferai un petit focus sur de quoi parle-t-on finalement quand on parle de RSU. Alors la communication sur la RSU, une fois qu'on aura très vite dit, mais je crois que c'était déjà clair au regard de ce qu'a pu évoquer dans le contexte tout à l'heure Céline Pascual, on a des enjeux institutionnels sur la communication environnementale, écologique dans l'université. Mais donc le pourquoi, je veux quand même faire un petit retour, un petit crochet théorique, non pas par les sciences de la communication, mais par les sciences de gestion et du management, qui donnent un éclairage aussi, qui permettent de bien justifier la nécessité de cette communication environnementale, voilà, écologique, pour l'université. Une fois qu'on a dit qu'il fallait communiquer, la question qui se pose, c'est comment et sur quoi, et les deux sont très liés. Finalement, le comment et le sur quoi, ils ne sont pas forcément évidents, parce qu'on peut avoir envie de communiquer, mais encore faut-il trouver les bons sujets et donc avoir fait avancer cette démarche de responsabilité de transition écologique. Là, je vous montrerai dans le quatrième point que les pratiques sont très hétérogènes. En tout cas, ne sont pas du tout homogènes. Alors, je ne sais pas s'il faut être très hétérogène, mais en tout cas, ne sont pas du tout homogènes. Dans le paysage universitaire, il y a les écoles, il y a les universités, mais même au sein des universités, c'est quelque chose sur lequel il y a finalement un assez grand décalage entre celles qui sont les plus avancées, celles qui étaient pionnières dans les années 2000, avant les années 2010, et puis celles qui ne démarrent que maintenant. Donc là, on s'intéressera à la fois au discours, mais surtout aux pratiques. Alors, les discours, là, ce serait plutôt un discours, un bruit de fond, le contexte, quoi. Quel est le contexte dans lequel on évolue. Et je terminerai par des exemples qui nous permettront d'identifier les paradoxes, finalement, au travers des décalages qui existent entre l'ambition qui est formulée, qui est affichée, qui a trait aussi à ce contexte, et puis la réalité des faits, qui est voilà, parfois un peu plus modeste. Voilà pour le programme de mon intervention, voir où je vous amène. Alors le contexte, je reste sur cette diapo, je vais passer rapidement, puisque... Non, mais du coup, j'ai pas de diapo à présenter, voilà, on reste sur le plan. Le contexte, je vais le résumer, mais 2009-2023, je l'ai daté parce que, alors 2009, ça a été dit tout à l'heure, c'est le Grenelle de l'environnement. Enfin bon, le Grenelle de l'environnement, c'est 2007, mais la loi Grenelle 1 en 2009, puis 2010, la loi Grenelle 2, ça a entraîné un changement de paradigme en plaçant l'environnement d'une façon générale, et pas seulement pour l'université bien sûr, mais au cœur des politiques publiques. Et l'université, alors il y a cette prise de conscience depuis 15 ans, voilà, on peut dater du Grenelle de l'environnement, prise de conscience de l'urgence de la transition écologique. Ça s'est renforcé en France, les politiques publiques ont progressivement intégré cette dimension dans les décisions, les citoyens sont de plus en plus mobilisés sur le sujet, surtout ces dernières années d'ailleurs. Ça ne vient pas seulement du haut de la politique, mais il y a beaucoup l'émergence de mouvements citoyens, plus ou moins radicaux d'ailleurs.
Et puis les entreprises, ça a été évoqué dans le cadre de la communication environnementale tout à l'heure, hein, se sont engagées, soit avec conviction, soit par opportunisme, dans des démarches écologiques qui ont toutes pour objectif d'améliorer leur marque employeur, en tout cas, voilà, que ce soit par opportunisme ou par conviction. Donc l'enseignement supérieur à la recherche n'était pas étranger à tout ça, n'était pas en reste, et se sont saisis de ces enjeux sociétaux. Donc plus spécifiquement à l'ESR, hein, puisque j'ai aussi retracé un peu le contexte général de ces 15 ans, jusqu'à 2009, on avait quelques établissements qui étaient qualifiés de pionniers. Je parle là des termes utilisés par les enseignants-chercheurs en sciences de gestion qui, au début des années 2010, ont écrit sur le sujet. On était sur les... ça a été dit par Céline Pascual, les premiers référentiels plan vert, c'était leur appellation à l'époque, qui ont été alors référentiels initiés par la CPU, la CGE, le REFED, voilà, donc les étudiants et puis les grandes écoles et les universités qui ont travaillé de concert pour proposer ce référentiel, qui est un fichier Excel dans lequel, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 5 axes avec toute une série de variables, d'indicateurs stratégiques, opérationnels, sur les aspects gouvernance, les aspects formation et recherche, donc nos missions principales d'universitaires, mais aussi l'environnement et la politique sociale. Donc c'est voilà, ce référentiel qui est un document à la base d'auto-évaluation, mais dont on reparlera parce qu'il sert d'appui au label des DRS qui existe depuis 2016, si je me souviens bien. Donc à cette époque, on avait quelques universités pionnières, peu nombreuses, et qui sont d'ailleurs toujours actives, hein, et que moi j'ai eu l'occasion de visiter, d'interroger il y a quelques années, dans le cadre de mes travaux de recherche. Mais ce qui était à l'époque des initiatives individuelles plutôt éparses, de la part de ces quelques universités, c'est devenu aujourd'hui plutôt une norme, ou en tout cas, et j'ai daté 2023, 2023 c'est un an après le rapport Jouzel, mais c'est le plan climat-biodiversité qui a été publié début 2023 et qui, bien au-delà du Grenelle 1 en 2009, donne un peu une injonction à l'engagement généralisé, je n'ose pas dire engagement généralisé, mais plutôt une injonction à l'engagement généralisé pour la transition écologique. Donc voilà, tout le monde, ce mouvement de fond fait que tout le monde aujourd'hui doit le mettre en place, en tout cas dans l'ESR, en tout cas il y a cette volonté. Pour le contexte encore dans l'ESR, j'ai quand même des choses à rajouter, vous voyez, par rapport à Céline Pascual. On a la partie financement. Sur la recherche, il y a quand même beaucoup de choses à faire. L'Europe, dans le cadre de son programme Horizon Europe, par exemple, propose là je regardais, enfin c'est en ce moment dans les appels à projets, hein, on a dans le deuxième pilier du programme de travail de Horizon Europe, on a 2 clusters qui portent sur ces aspects de transition écologique. Il y a un cluster climat, énergie et mobilité. Il y en a un qui s'appelle alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc il y a vraiment de la recherche qui est attendue au niveau européen. Au niveau européen, on a aussi l'Institut européen d'innovation et de technologie qui porte une initiative sur la gestion de connaissances et qui constitue le plus grand écosystème européen autour des enjeux relatifs au climat, au changement climatique, avec une volonté d'établir une économie zéro carbone. Donc on a vraiment un travail européen autour de l'innovation et de la recherche qui se fait, des appels à projets, des financements. En France, bien avant l'ambitieux plan climat biodiversité de 2023, le code de l'éducation, donc on est sur du législatif. Le législateur avait dans la loi, alors il a été évoqué la proposition de loi de 2019, mais la loi ESR en 2013 avait ajouté au code de l'éducation une mission, hein, la réponse aux défis sociétaux, verbatim, hein, plutôt c'est le texte, aux défis sociétaux, aux besoins socio-économiques et de développement durable, donc comme mission attribuée à la recherche scientifique, à sa diffusion et sa valorisation au service de la société.
La loi, plus récemment, la loi LPR en 2020, il y a 3 ans, rajoute dans l'article L123.2 qui parle de la contribution de l'enseignement supérieur, cet article s'est trouvé augmenter une nouvelle contribution de l'ESR, je cite, à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. Donc le législateur vient rajouter des missions à l'université, des contributions à l'université autour de cette transition écologique. Le référentiel des DRS, alors ex-référentiel plan vert, il a évolué régulièrement depuis son origine. La dernière version de ce référentiel de 2021 tient compte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et c'est le support d'évaluation d'un label, le label DDRS, développement durable et responsabilité sociale de l'enseignement supérieur. Je crois que, enfin, j'ai compté, je crois qu'il y a je ne vois pas bien la vérité en tout cas, j'ai compté 37 établissements d'enseignement supérieur labellisés aujourd'hui. J'y reviendrai, il n'y a pas que des universités, et il y a même plus d'écoles que d'universités, mais on en reparlera tout à l'heure. Allez, encore un dernier élément de contexte, mais je suis trop long. Pour pouvoir mettre en place cette labellisation et donc utiliser ce référentiel des DRS, qui est quand même un cadre normatif assez important hein, pour l'enseignement supérieur, label qui est d'ailleurs attribué par les experts de l'association métier CIRCES, hein, dont a parlé ma collègue tout à l'heure. Donc, ça nécessite que l'ensemble des directions, des services communs, centraux, des composantes, des laboratoires, que chacun participe aux objectifs de développement durable. Et dans la gestion de son activité quotidienne, donc pas seulement enseignement et recherche, mais toutes les activités professionnelles, mais aussi des personnels administratifs. Et il y a un guide qui a été élaboré à l'initiative de France Université, enfin, c'était encore la CPU, la CGE, en 2018, et qui présente des fiches métiers pour l'ESR, avec leurs contributions possibles aux objectifs de développement durable. On a vraiment des... Voilà, l'idée est de permettre de sensibiliser chacun des acteurs de l'enseignement supérieur à la transition écologique, les guider dans l'implication de chaque agent dans leur métier, dans leur activité, dans une démarche d'activité soutenable, et au regard de tous les défis que chacun rencontre dans son métier. Bon, le RESES, son ex-REFED, a été évoqué. Il fait un rapport qui a pas une vocation prescriptive, mais qui incite aussi tous les 3 ans, par l'enquête qui est réalisée auprès des étudiants, à se saisir de ces enjeux. Donc on est, ce que je qualifierais tout à l'heure, enfin, c'est en parlant un peu recherche, sur des isomorphismes. En fait, on va plutôt coercitif, c'est-à-dire quand le Shift Project, le RESES, le rapport Jouzel, incite et quasi oblige l'enseignement supérieur à se transformer et à intégrer tous ces enjeux dans la formation et dans la recherche. Et aussi, bien sûr, à être exemplaire. Bon, je vais être rapide sur le contexte et vous voyez, je suis super long. C'est mon défaut. Alors, on va passer au deuxièmement. La RSU, qu'est-ce que c'est voilà, c'est un concept un peu flou. Vous aurez remarqué qu'on n'utilise plus le terme de développement durable. On en parlait tout à l'heure. Pour l'Université Paris-Saclay, c'est le développement soutenable. Je pense qu'à une époque, voilà, ce n'était pas le terme utilisé. Alors, on est toujours sur un référentiel des DRS, mais on parle aujourd'hui de transition écologique. Ou transition écologique, développement soutenable pour l'enseignement. Donc il y a tout un tas de vocabulaire qui évolue. On est sur des concepts qui sont plutôt mal définis, qui restent encore flous, néanmoins qui ne posent pas trop de questions. Vous voyez, même moi qui travaille sur ces sujets, finalement, j'ai jamais pris le temps peut-être de les redéfinir. Alors après, même s'ils ne sont pas forcément bien définis dans le contexte français, il y a des chercheurs à l'international qui ont travaillé depuis plus longtemps ces sujets, et il y a plus de travaux internationaux que de travaux français dans la littérature. Il y a peu de choses en littérature française ou francophone. C'est un sujet peu abordé. Les publications récentes en française ou francophone, c'est plutôt au regard du développement des enjeux de la responsabilité dans les écoles de management ou de la prise en compte de ces aspects dans leur enseignement. Mais plus rarement, on s'intéresse à l'université, à son pilotage.
Pourtant, les universités, et là je m'appuie sur des travaux de chercheurs, alors je pourrais en citer plein, je vous assure que tout ce que je dis s'assit bien sur des articles de chercheurs français ou autres, et pas que les miens. Les universités ont un rôle majeur à jouer en matière de développement durable, puisqu'elles contribuent, elles ont une responsabilité sociale particulière. Du fait de leur objet même, l'éducation des futurs leaders, là je cite d'autres chercheurs, et la sensibilisation des futures générations à la nécessité d'un développement plus soutenable. Je vais citer deux autres de mes collègues, dont quelqu'un qui travaille dans les universités et un autre dans les grandes écoles, Roland et Majou, qui nous disent que la RSU, je cite, repose sur une finalité assise sur des considérations philosophiques et épistémologiques fortes qui tendent à mettre les établissements donc de l'ESR au service de l'homme, des étudiants et au-delà de toutes leurs parties prenantes. Alors les parties prenantes, c'est quelque chose qui est très propre à la RSE, et donc la RSU, c'est juste un changement de vocabulaire pour l'appliquer au domaine de l'enseignement supérieur et pas d'ailleurs que de l'université. J'aime bien la définition de Velasquez que vous avez à l'écran, puisqu'en fait l'université, elle doit montrer l'exemple et donc être durable. Et c'est une traduction, puisqu'elle est en anglais à l'origine. L'université durable, je me permets de vous la lire, même si vous l'avez lue pendant que je bavardais. Elle est vue comme un établissement, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui aborde, implique et promeut à un niveau régional ou mondial la réduction des effets négatifs sur l'environnement, l'économie, la société et la santé. Donc on n'est pas que sur l'environnement, on est sur l'écologie au sens large finalement. La transition écologique, c'est pas que de l'environnement, bien évidemment pas, il y a du social dedans dans l'écologie. Générer répartition de ses ressources afin de remplir des fonctions d'enseignement, de recherche. Donc là, on revient à nos missions, de sensibilisation, de partenariat et de gestion, de manière à aider la société à passer à des modes de vie durables. Donc elle a le mérite, cette définition, de rappeler toutes les composantes d'une politique RSE. L'économie, l'environnement, le social, le sociétal. Et ça les rapproche des missions de l'université. Voilà, donc ce concept, cette définition d'université durable me convient bien finalement pour décrire de quoi on parle quand on parle de RSU. Donc ainsi présentée, l'université durable, elle intègre dans chacune de ses composantes, des composantes de son système, toutes ses préoccupations économiques bien sûr, mais elles sont là depuis longtemps, environnementales et sociétales. Et le label DDRS dont je vous parlais tout à l'heure, dans ces 5 onglets, répond bien à ces enjeux. Donc la communication, la RSU, c'est bien des enjeux institutionnels pour l'enseignement supérieur, et la communication sur le sujet en est un également. Maintenant, troisième point, communiquer sur la RSU, pourquoi, comment et sur quoi. Alors, pourquoi d'abord, au-delà de tout ce qui a pu être dit précédemment, y compris par ma collègue sur la précédente intervention, l'université durable, elle doit montrer l'exemple, donc démarche éthique, exemplarité, c'est une évidence, mais on a aussi tout un cadre théorique, donc je fais un rapide détour par ce cadre théorique en espérant ne pas trop vous ennuyer, mais pour vous montrer qu'on a des théories utilisées largement dans les sciences de gestion qui permettent de pleinement justifier cette communication écologique dans l'université, dans l'enseignement supérieur. Elles vont légitimer la RSU. La théorie des parties prenantes, dont le cadre a été fixé par Freeman en 1984. Alors, le concept de partie prenante existait auparavant. C'est la mauvaise traduction de stakeholder, mais c'est un ouvrage fondateur de Freeman qui a vraiment fait émerger cette théorie. Et elle va permettre de justifier à la fois l'engagement volontaire de l'université dans le développement durable ou soutenable, dans la transition écologique, et elle va permettre de justifier aussi la nécessité d'une communication à destination des parties prenantes de l'université. Dans la théorie des parties prenantes, c'est plus l'organisation qui est au centre avec son environnement, mais c'est le centre devient les parties prenantes et l'entreprise est autour de ce cœur qui est les parties prenantes et l'entreprise va
va devoir reconstruire, va se reconstruire en fonction de ce centre. Elle va reconstruire sa stratégie voilà, en fonction de ses parties prenantes. Donc le cœur a changé. C'est plus l'entreprise avec son environnement, c'est un cœur avec les parties prenantes et l'entreprise qui va s'adapter à ce cœur. Donc il y a un changement là de vision de ce qu'est l'entreprise grâce à cette théorie. Alors l'entreprise, mais ça s'applique complètement à l'enseignement supérieur et aux universités. On a d'autres théories comme la théorie de la légitimité qui est encore plus ancienne, mais qui d'une façon générale montre que les organisations vont rechercher une légitimité en apprenant à paraître selon des critères convenus. Et une fois que la légitimité est acquise, les activités réelles, elles peuvent s'écarter de ce qu'on souhaite. Hein. Donc là, on peut arriver vers le greenwashing, mais n'empêche que voilà, il s'agit de satisfaire aussi des attentes de la société civile en s'attachant à apporter des réponses, notamment aux groupes de pression, aux lobbies. On pourrait voir Shift Project comme un lobby ou un groupe de pression. Ils ont une influence sur l'enseignement supérieur. Hein. Je pourrais en reparler tout à l'heure. Donc voilà, cette théorie pour l'université qui est engagée dans cette démarche de développement durable, la théorie de la légitimité, elle va dans le sens des gains en réputation et en notoriété des établissements, qui sont d'ailleurs évoqués dans les premières pages, dans le premier onglet qui présente le référentiel des DRS, hein, les gains en notoriété et en réputation pour les établissements. Donc voilà, il y a une importance à cette communication. Et puis une lecture politico-contractuelle de la RSU va nous permettre d'élargir la notion, peut-être là sur l'éco, la gestion, mais ce qu'on appelle la notion de relation d'agence à l'ensemble des parties prenantes. La relation d'agence, c'est l'existence d'une relation, une asymétrie d'information entre, à l'origine, des dirigeants et des actionnaires. Mais finalement, en élargissant l'ensemble des parties prenantes, il va falloir pouvoir répondre à cette asymétrie d'information qui porte sur la responsabilité sociale et le développement durable, et qui existe dans cette relation d'agence élargie. Et la réponse va se situer dans le signal qu'on va émettre. Donc la théorie du signal est une réponse à cette asymétrie d'information. Il s'agira dans le contexte universitaire de légitimer la communication, enfin la théorie du signal plutôt va légitimer la communication d'information, ainsi que tous les engagements qui sont pris par une université dans le cadre du développement durable. Donc cette communication, c'est finalement le meilleur moyen pour l'université d'envoyer un signal positif sur la qualité de ses engagements en termes de développement soutenable, de transition écologique. Alors, il n'en pas céder à la tentation du greenwashing qui existe très largement dans le secteur privé, dans l'entreprise, mais qui peut aussi évidemment exister dans l'enseignement supérieur. Dernier point, la compétition mondiale entre universités, mais ça revient à ce signal hein, que j'évoquais juste avant. Le développement durable devenant, alors j'ai mis au moins dans les discours, un élément d'attractivité, c'est donc un enjeu stratégique, un enjeu de gouvernance. Et on a tout un tas de rankings hein, qui existent. Alors, je ne vais pas aller sur les plus connus dont on n'a que faire ici, type le classement de Shanghai, mais il existe des rankings sur le développement durable. Il y en a plusieurs, dont un qui est le classement Time Saver Education Impact, et qui existe depuis 2019, donc c'est de la création récente, hein, tout ça c'est de l'innovation. Et dont la bonne performance dans ces classements a constitué pour les universités bien classées françaises dans les premières années des éléments forts de communication. Hein. Alors il se trouve que, j'en reparlerai tout à l'heure, voilà, il y a le revers de la médaille parce qu'il y a une chute dans les classements. Il y a des classements dans lesquels on a une visibilité, on sait qu'on va s'y maintenir, mais ceux-là, c'est un peu des boîtes noires, donc c'est peut-être un peu hasardeux de se lancer dedans. Voilà, donc en tout cas, il y a des enjeux ici forts. Donc dans le pourquoi, le comment, alors je n'arrive pas à changer de diapo, si c'est bon. Le comment et le sur quoi finalement, ils sont très liés. Le label, développement durable, responsabilité sociale, peut être un outil fort de communication,
même s'il est compliqué à appréhender, parce que c'est un tableau Excel avec plein d'onglets, plein d'indicateurs, plein de variables, mais on peut en faire quelque chose pour la communication. Les rankings, évidemment, donc là j'évoquais juste avant le THE, la Time Saver Education Impact, mais on en a d'autres comme Green Metrics ou STARS qui sont voilà, plus à vocation, enfin ils sont tous internationaux mais moins utilisés peut-être par les Français. Ça peut être de la communication interne, ça peut être dans des rapports annuels qui existent sur certains sites d'université. On trouve des rapports annuels des DRS. J'avais dit label, oui, j'ai mélangé label et référentiel. Communiquer par l'obtention du label. Communiquer grâce à quoi des outils de pilotage, enfin comment, hein, voilà, grâce à quoi des outils de pilotage et des indicateurs qu'il s'agit de mettre en place. Mais tout ça pose la question de comment on trouve toute l'information à communiquer. Donc, il y a le comment et le sur quoi. On va communiquer sur une performance, encore faut-il la mesurer, et donc elle est liée à des résultats. Et si on a des résultats, ça veut dire qu'on a fixé des objectifs. Si on a fixé des objectifs, c'est qu'on avait une stratégie et qu'on a mis en place des plans d'action. Donc tout ça nécessite d'avoir une réelle gouvernance, et pas seulement de la politique, mais la mise en place d'une stratégie, d'une véritable stratégie et d'outils de pilotage dont on verra et d'une structuration dont on verra qu'ils sont voilà, pas toujours super au point, même s'il y a une volonté aujourd'hui de les renforcer, parce qu'il y a une nécessité en fait de les renforcer. Et alors ça existe, mais c'est très hétérogène selon les établissements. Communiquer sur quel domaine? J'ai repris là ici les onglets, les 5 onglets du référentiel des DRS. Ou communiquer sur les impacts. Je me suis amusé à aller voir sur le site de Paris-Saclay. On trouve sur la page développement soutenable la recherche, la formation et les impacts. Voilà, y a 3 parties. Oui, c'est essentiel, mais les impacts, là aussi, ça amène de la mesure, donc ça amène des objectifs, du pilotage et des actions. C'est compliqué d'arriver là-dessus parce qu'on a besoin d'outils de gestion. Et c'est un domaine sur lequel on est finalement assez peu outillé. Voilà, même si les sciences de gestion dont je fais partie s'y penchent, ça reste le parent pauvre du pilotage et de la gestion dans l'université. Je reprends mon cheminement, on va passer au 4e. Je regarde le temps qui passe aussi, je me dépêche. Les discours et les pratiques. Voilà, le paysage universitaire est très hétérogène. Alors, pour présenter ça, je vais parler de recherche terrain que j'ai menée, alors en solo ou avec mes co-auteurs. Et donc tout ça a donné lieu à des publications. D'abord, les recherches les plus anciennes qu'on a pu mener, c'est auprès de quelques universités qui ont été choisies parce qu'elles faisaient partie de ces universités pionnières dans les années 2010. Et quand voilà, elles étaient connues et reconnues pour leurs engagements développement durable à l'époque. Donc en allant voir 4 universités qui ont été choisies pour la qualité de leurs actions, leur engagement, leur réputation. L'objectif c'était de voir leur utilisation à l'époque du plan vert, est-ce qu'ils avaient les outils de pilotage, mon prisme gestionnaire évidemment, quelles difficultés de mise en œuvre elles rencontraient, comment elles utilisaient le référentiel plan vert et les éventuels outils ou tableaux de bord, quels étaient les facteurs de réussite et les freins à la mise en œuvre de leur politique et ou de leur stratégie. Et ça a conduit à alors, j'ai repris les titres du document, c'était engagement environnemental, mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait mis environnement écologique. Voilà, mais ça a conduit à l'observation de pression institutionnelle. 3 types de pression. Dans le cadre d'un rapport de force, alors c'est ce qu'on appelle l'isomorphisme, mais ça renvoie à une théorie, à la théorie néo-institutionnelle, qui est assez largement mobilisée en sciences de gestion. Et cette théorie institutionnelle, elle conduit notamment à expliquer l'existence d'isomorphismes organisationnels qui sont ces isomorphismes finalement des processus par lesquels les organisations, et donc les universités, tendent à adopter les mêmes comportements et les mêmes structures en réaction à des pressions, donc des pressions institutionnelles. Et il y a 3 sources à ces isomorphismes. Coercitif, c'est quand les solutions sont imposées à l'organisation. Donc là,
dans cette transposition au contexte enseignement supérieur imposé à l'université, qui souhaite gagner en légitimité, et c'est imposé par des acteurs extérieurs, au moins une coercition. Alors la coercition, elle peut être juridique, elle peut être économique, ça peut être juste un moyen de pression forte. Là, il y a la loi, évidemment, LRU, SR, donc tous ces articles du Code de l'éducation, le ministère. J'ai remis le plan climat-biodiversité 2023. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il y a de multiples indicateurs, il y a des jalons. Il y a des objectifs forts qui sont affichés au futur. Ce n'est pas du conditionnel. Le rapport Jouzel, le Chiffre Project, l'association étudiante, le RESES, l'ORSU, la FEV sont autant de sources de pression pour l'enseignement supérieur. J'aurais pu aussi, pardon, je l'ai oublié, mais le HCERS, avec, puisqu'il y a maintenant aussi un volet important. J'étais en audition HCERS hier, on m'a posé des questions sur les formations de ma composante voilà, sur la prochaine accréditation 2024. Les isomorphismes normatifs, ils relèvent d'un partage de savoir commun et qui fait émerger un sentiment d'appartenance, et sentiment d'appartenance qui va orienter les comportements. L'association CIRCES, est fondamentale dans ce dispositif. Hein. On est sur une association métier, et donc là, on a vraiment, elle contribue à ces isomorphismes normatifs. Mais pas que, France Université, l'AMU, le référentiel en tant que tel des DRS, norment les choses. Et puis les isomorphismes mimétiques, alors c'est quand on ne sait pas trop quoi faire, cela. Hein. J'ai dit qu'il y a un peu d'humour, mais quand les situations sont peu claires, et c'est quand même assez propre à l'université, cette complexité des objectifs à poursuivre, on ne sait pas trop où aller, et ça se traduit finalement par le mimétisme. Ah ben un tel fait ceci, on va faire pareil en fait. Quand on ne sait pas trop, on va imiter le voisin et on risque de pas trop se tromper, surtout s'il y en a plusieurs qui le font. Après, voilà, ça ne peut pas dire que c'est un comportement moutonnier, mais il suffit de suivre un peu les leaders, ceux qui sont reconnus, ceux qui ont la réputation, et a priori on se gourre pas. Voilà. Donc on a les équipes dirigeantes d'autres universités, des cabinets de conseil aussi qui passent d'une université à l'autre et qui sont actives, hein, il y en a, voilà, et qui conduisent à ce mimétisme. Donc ça a été identifié dans nos premiers travaux de recherche. Toujours dans l'étude de ces universités, ce schéma, puisque voilà, le prisme du gestionnaire fait que je m'intéressais au système de contrôle environnemental qui a été mis en place dans les universités, et avec les freins et les facteurs de réussite. C'est donc les moins sont les freins et les plus sont les facteurs de réussite. Donc qu'est-ce qui est difficile? C'est parce que nos systèmes d'information, de pilotage, ils privilégient les demandes externes. Le HCERS, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, hein, les programmes 150, etc., etc. Donc on a des indicateurs auxquels il faut répondre. Et finalement, ça laisse pas tellement de place aux indicateurs propres, à créer ses propres objectifs, puisqu'il faut répondre à les demandes externes et s'inscrire dans une injonction, dans une obligation. Aussi cette difficulté à définir des indicateurs pertinents, parce que quand on a de multiples objectifs à poursuivre, et donc pas seulement enseignement et recherche, mais allez voir le Code de l'éducation, les missions elles se sont largement rallongées au fur et à mesure des années. Les objectifs sont parfois orthogonaux les uns aux autres. Hein. Donc lesquels mettre en place, voilà, c'est pas forcément simple. C'est notre complexité organisationnelle voilà, qui est largement documentée par la recherche depuis des années. Hein. L'anarchie organisée, le modèle de la poubelle, je vous renvoie avec ces termes-là, si vous êtes intéressé aux sources que vous saurez trouver. Et puis les aspects, les facteurs de réussite, c'est la volonté politique et c'est l'existence d'une culture de pilotage. S'il n'y a pas la volonté politique, voilà, on a rapidement vu que ça ne fonctionnait pas très très bien. On peut avoir des administratifs qui voulaient faire les choses, mais si le politique ne veut pas le suivre, ça va devenir compliqué. Surtout quand il y a un changement de gouvernance, parce que là, ça va être souvent tabula rasa, parce que, voilà, on aura oublié, notamment s'il n'y avait pas beaucoup d'administratifs dans ces équipes. Et puis la culture de pilotage, qui peut exister aussi bien d'un point de vue administratif que d'un point de vue politique. D'ailleurs, quand on a un président ou un vice-président qui est issu d'une discipline où on est habitué à ce pilotage, je pense évidemment à la gestion, on ne va pas avoir forcément la même chose, la même appétence à aller construire les tableaux de bord,
a la même facilité aussi à les construire ou à faire comprendre aux cellules d'aide au pilotage, aux directions financières, de quoi nous avons besoin et comment aller collecter l'information et comment on construit des indicateurs et comment est-ce qu'il nous faut un indicateur de suivi, de résultats. Enfin voilà, on est vraiment dans la gestion des établissements. Et donc quand on a déjà l'existence d'une culture de pilotage forte dans un établissement, c'est plus facile de mettre en place forcément des systèmes de contrôle. Et par là même, d'aller alimenter de la stratégie, d'aller pouvoir rendre des comptes, faire du reporting environnemental, écologique, et de construire une stratégie qui s'appuie sur les retours qu'on a par nos tableaux de bord et autres indicateurs. Alors, là, j'ose même pas vous montrer le suivant. Suite à ça, on a essayé de voir... non pas sur quelques cas, mais sur l'ensemble des cas. Donc on a envoyé, c'était en 2017, alors ça commence à dater parce que tout ça change très vite, hein, mais on a, avec l'aide de la CPU, mené une enquête auprès de l'ensemble des universités, donc c'est 77 à l'époque, et on a vu 35 réponses complètes de mémoire, je l'ai noté quelque part sur ma feuille, je ne me souviens plus. Mais un questionnaire de 160 questions hein, sur la transition écologique qui permettait de voir ce qui était fait, alors non pas en termes de plan d'action, mais comment c'était organisé, piloté, structuré. Et cette démarche d'enquête, elle a conduit à d'autres papiers, donc là, non pas sur juste quelques cas, mais bien sur... alors un nombre fini, parce qu'on a interrogé toutes les universités, donc on n'avait pas un échantillon, mais bien toutes. On a eu un échantillon dans les répondants, mais quand même suffisamment pour que ce soit significatif. Et donc on a construit un modèle, alors qui s'appuie aussi sur de la théorie, mais je vous le fais vite, hein, qui permettait de vérifier finalement si la structuration des universités, elle dépendait bien de ce poids de la volonté politique, du poids de la culture du pilotage, mais aussi, ce que j'ai évoqué précédemment, de la reprise de l'adaptation de pratiques analogues, donc créer des isomorphismes, mais non pas sur les seuls outils, mais vraiment sur la structuration de l'ensemble. Donc on allait bien au-delà de l'outil de pilotage en tant que tel. Et les résultats de l'enquête ont montré que pour chaque aspect, on avait donc des éléments clairement identifiés dans la volonté politique. Est-ce que c'était inscrit dans le projet présidentiel toutes en l'occurrence, enfin toutes sauf une, avaient la transition écologique, le développement durable inscrit dans le projet de l'équipe présidentielle qui a été élue. Donc on voit bien qu'il y avait un discours des candidats à la présidence qui prenait en compte cette transition écologique. Pour autant, est-ce que ça veut dire il y a un engagement fort de leur part ? Je n'irai pas plus loin dans cette supposition. Mais en tout cas, toutes sauf une, vraiment. Donc c'était déjà ancré à cette époque, en 2017. Tout le monde avait cette inscription dans le projet présidentiel. L'élément fort du projet d'établissement, mise en place de structures dédiées. Voilà ce qu'on a un peu retiré. Il y a un écho. Donc, je vais accélérer un petit peu. Je pense qu'il faut que j'aille plus vite, mais voilà, vous avez vu donc ces éléments qu'on a pu prendre de cette enquête nationale et qui s'inscrivait à chaque fois dans un de ces éléments de facteurs favorables à la structuration de la mission des DRS au sein des universités. On a fait l'analyse à composantes multiples, on a identifié des groupes. On a identifié au final 4 groupes d'universités. Alors c'est intéressant de les qualifier entre ceux qui avaient déjà une volonté politique forte, ceux qui avaient déjà une culture gestionnaire forte, ceux qui avaient rien du tout, et finalement comment ils mettaient en place leur structuration. Donc on les a qualifiés, voilà, donc celles qui étaient plutôt fortes, volonté politique, politique ou bureaucratique, est-ce que c'était partagé quand on a besoin de rien, voilà, pas besoin d'aller chercher ailleurs. En fait, on s'est rendu compte que celles qui étaient plutôt faibles sur le plan politique ou le plan gestionnaire, elles allaient voir ailleurs ce qui se passait. Celles qui étaient déjà bien fortes, elles n'avaient pas besoin d'aller voir ailleurs et avaient peu de recours aux isomorphismes. Voilà, donc ça nous a amené à qualifier les universités au regard de leur démarche de DRS. Pour terminer rapidement, je vais
vous faire apparaître ces paradoxes au travers du décalage entre l'ambition formulée et la réalité des faits. Vraiment que au travers d'exemples. Alors, des exemples à... Voilà, j'en ai pris 6 finalement. Oh, pardon. Entre l'injonction ou l'obligation, je ne sais pas trop comment dire, des fois c'est l'injonction, des fois l'obligation, à la RSU, et puis la mise en œuvre relativement poussive de la RSU dans pas mal d'établissements. Et puis voilà, j'aurai 5 points. Donc le label qui est recherché mais difficile à conquérir. Donc on voit bien qu'à chaque fois il y a un décalage ou un paradoxe. Des classements internationaux qui sont recherchés mais qui peuvent devenir embarrassants. Des personnes et des étudiants dont on a besoin mais qui sont difficiles à mobiliser. Un vrai portage politique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un vrai portage politique? Et puis cette demande d'appui au pilotage et à la stratégie qui est demandée aujourd'hui par les présidents, ou en tout cas certains présidents. Dans le premier point, donc entre l'injonction, obligation et la mise en œuvre poussive, je vous livre un premier discours qui est très récent. Il s'agit de Michel Eddy, je ne le connais pas mais il me pardonnera de l'avoir cité, c'est public, c'est dans une dépêche AEF du 6 avril. La diffusion du plan climat, donc le plan climat paru début 2023, a déclenché un mouvement de fond. Il est désormais acquis qu'il s'agit d'une thématique structurante de l'activité des établissements et du ministère et, même s'il n'y a pas encore eu de communication officielle à ce sujet, le plan climat est largement connu de tous et nous sommes passés à une phase de mise en œuvre. Alors je ne me permettrai pas de vous interroger, de savoir si vous connaissez le plan climat, mais il est largement connu de tous. Donc là, avec tout le respect pour Michel Eddy, que je ne connais pas, mais qui est forcément, et je le crois, compétent dans son domaine, je pense qu'il y a un peu d'auto-persuasion. Et d'ailleurs, il en revient assez vite, puisque dans la même interview auprès de l'AEF, on a un discours presque orthogonal au premier. Quand il est évoqué les bilans des émissions de gaz à effet de serre, donc les BGS ou ex-bilan carbone, l'ADEME évalue à 15% la part des établissements de l'ESR qui ont réalisé un bilan carbone, d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils sont soumis à cette obligation de le réaliser. Et Michel Eddy confirme que ça ne suffit pas de produire un texte administratif pour que l'obligation soit suivie des faits. Donc l'injonction, l'incantation, l'obligation, ça ne marche pas forcément tout de suite. L'obligation du bilan carbone, elle date de 2012. Et on a en 2023 15% d'établissements qui l'ont réalisé. Et c'est pourtant une obligation. Voilà, ça, il nous dit, ça confirme qu'une grande majorité de la communauté de l'ESR est encore dans l'expectative. Au-delà du bilan lui-même, qui n'est qu'une métrique, cela pose la question des plans d'action qui doivent être mis en place via le schéma directeur. Donc là, il y a un gros sujet, et donc je pense qu'il est assez lucide, effectivement, sur ces difficultés rencontrées. Deuxième point dans cette observation de ce qui se passe, le label qui est recherché mais difficile à conquérir. Le plan climat-biodiversité, dont voici la couverture, dans son jalon numéro 20, il est écrit donc au futur, en 2024, donc demain, 50% d'établissements d'enseignement supérieur publics et puis les ESPIC, donc établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, se seront saisis du référentiel des DRS et 25% obtiendront le label des DRS. Et en 2027, je vous laisse lire les chiffres, tous se seront saisis et 2/3 obtiendront le label. Et je trouve que moi, la dure réalité des faits... Ah oui, j'ai un problème dans mon... Voilà. C'est ici. La dure réalité des faits montre que depuis 2016, sur 37 établissements labellisés, il n'y a que 10 universités. Au regard des 77 à l'époque, c'est relativement peu. Et quand on regarde quelles sont les universités labellisées, alors on a certaines qui étaient franchement, voilà, celles qui étaient les pionnières, les innovantes, très avancées dans ces politiques, donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Mais on est surtout parmi les 37 labellisés, sur la moitié, alors pas des universités, mais les 37 établissements, qui ont moins de 4000 étudiants. Donc 37 établissements dont la moitié ont moins de 4000 étudiants. Et là, on voit la difficulté à obtenir un label quand on dépasse une taille d'établissement. Si ce n'est pas des universités, ce sont des écoles, qui peuvent être publiques ou privées d'ailleurs, mais en tout cas des petits établissements. Et la taille fait beaucoup. Donc, on a quelques établissements importants ici, mais voilà, parmi ces 10, il y en a 7 qui ont plus de 16 000 étudiants. Voilà. Non, pardon, dans les 37 universités, il y a juste 7 établissements qui sont 7 universités qui ont plus de 16 000 étudiants.
Donc l'effet taille rend la chose très difficile. Les classements internationaux qui peuvent devenir embarrassants. Alors c'est sûrement très illisible. J'essaie d'entourer avec des couleurs. En fait, ça c'est les classements 2020, 2021, 2022 du Times Higher Education Impact Ranking. Donc le classement à partir des objectifs de développement durable de l'ONU. Et si vous jetez un coup d'œil à ces... Alors si on regarde en noir, en 2020, Marseille était classé 20e au niveau mondial. L'année d'après, et je vous assure qu'ils n'ont pas démérité, ils n'ont fait que s'améliorer. Ils étaient classés entre 200 et 300. Et ils ont réussi à maintenir leur classement en 2021. Si on regarde Bordeaux, Paris Sciences et Lettres, PSL, 53e en 2020, entre 100 et 200 en 2021, et entre 200 et 300 en 2022. Les classements sont célébrés, mais quand ils sont un peu boîte noire, pas très clairs, le risque là, c'est de communiquer un peu trop hâtivement sur un classement qui va après se retourner contre nous parce que ça renvoie à une image qui n'est pas forcément celle qu'on souhaiterait. Et en clair, il n'y a que celle que je surligne en jaune fluo, c'est Montpellier qui est passé de 400-600 à 200-300 et 100-200 en 2021. Mais toutes les autres ont chuté dans le classement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, première année du classement, il n'y avait que 450 candidats au niveau mondial et que pour l'année 2022, on en a 1406, donc à peu près 1000 de plus. Forcément, ce n'est pas elles qui ont démérité, c'est d'autres qui sont passés devant. Néanmoins, le classement est quand même assez violent pour ces universités qui ont largement communiqué à l'époque sur ces rankings. Voilà, une petite... pas toujours simple de rentrer dans les classements ou de s'en saisir. Les personnels étudiants difficiles à mobiliser. Ce magnifique livre qui vient de chez vous, coordonné par plusieurs collègues dont Jeanne Lecomte, votre ancienne vice-présidente, alors moi quand j'ai découvert ce livre, je le trouve absolument génial, c'est vraiment remarquable, mais allez, il a été fait par 40 collègues de l'université Paris-Saclay, j'ai cherché les chiffres, vous êtes 9000. Finalement, sur ce livre, il y a 0,4% de la population qui a été mobilisée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup plus qui sont engagés, évidemment. Hein. Attention, ne vous prenez pas sur mon propos. Mais, et dans mon université, ce serait impossible de faire un ouvrage pareil. En tout cas, là, il y a des enjeux forts. Vous êtes une université dans laquelle il y a eu une présidence, une vice-présidence qui ont été actives dans ce domaine, mais est-ce le cas partout? Certainement pas. Et je vous livre là un petit discours de Mathias Bernard, toujours dans AEF, et ça date de février. Mathias Bernard étant président de l'université de Clermont et aussi président pour France Université de la commission transition écologique. Donc plutôt bien renseigné sur le sujet. Et il nous dit que les 2/3 des universités ont d'ores et déjà engagé une démarche. Mais la question qui se pose est celle des moyens permettant d'embarquer le seuil minimal de 10% de la communauté qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Pour transformer l'établissement. La question du développement durable et ses problématiques sont aujourd'hui portées par une minorité de collègues et une part encore plus réduite d'étudiants malgré ce que peuvent laisser penser les effets de loupe. Alors, effet de loupe, ce magnifique document, et je le pense sérieusement, est un effet de loupe, clairement. Hein. Voilà, on n'a pas assez de collègues embarqués et ça va être la difficile mobilisation des alliés pour reprendre des éléments de la théorie de la traduction de Calon-Latour. Voilà, c'est l'innovation dans laquelle il faut mobiliser les troupes et c'est compliqué. Toujours Mathias Bernard qui parle de l'université de Clermont, donc la sienne. J'ai dû batailler personnellement pour imposer un module de 24 heures pour l'ensemble des étudiants de première année. Les équipes pédagogiques n'en voulaient pas, même les étudiants se plaignaient d'avoir des cours en plus. Bon, il y a un enjeu à l'université comme ailleurs, dans n'importe quel corps social et au niveau individuel. Ça suppose un effort, ça suppose de renoncer à certaines pratiques qui faisaient partie du confort de travail ou d'études, d'où l'importance d'un portage politique fort. Bon, je l'ai écrit en 2015, évidemment, voilà, ça n'a pas changé, il y a toujours besoin d'un portage politique fort, et peut-être d'autant plus aujourd'hui où ça a pris de l'ampleur. C'est d'un vrai portage politique et la demande d'un appui pour le pilotage de la stratégie. Je vous le livre en même temps avec toujours des discours de Mathias Bernard. Donc du discours qui est à mon sens très honnête. Hein. Je l'applaudis d'ailleurs parce qu'il montre que c'est pas facile. Et il va dans le sens de ce qui a été vu précédemment dans les recherches qu'on a pu mener sur le terrain. Donc le portage politique est dans la majorité des établissements incarné par un chargé de mission ou une vice-présidence. C'est quasiment tout le temps le cas aujourd'hui, ça n'était pas il y a quelques années, hein. Il y a vraiment une évolution rapide de cela. Mais il est essentiel que ce portage soit assuré par le président, soit aussi assuré par le président, nous dit Mathias Bernard.
Il ne faudrait pas que la création d'une vice-présidence serve d'alibi. Et je pense que c'est très vrai. Voilà. Je félicite Mathias Bernard pour cette lucidité. Bon, il faut embarquer évidemment l'ensemble des domaines de l'établissement, des compos, des laboratoires, des services. Et je termine avec ceci. L'enjeu est d'avoir des outils de pilotage qui nous manquent. De même qu'il existe d'indicateurs de soutenabilité financière depuis la LRU, on a besoin de tableaux de bord pour l'environnement. Il y a quelques universités pilotes, mais il y a trop peu de données et il manque à Mathias Bernard un tableau de bord actualisé. Je reçois 5 sur 5 son message, puisque effectivement, on a déjà pu observer que c'est quelque chose, enfin le parent pauvre, clairement, du pilotage dans les établissements, et il y en a besoin. Voilà, pardon, j'étais 1000 fois trop long, mais je suis sûr que j'ai réduit. Voilà, on passe au temps des questions pour Céline Pascual et moi-même, je pense. Merci.